Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour nous sur son enfance et sa scolarité. Et avec nous cette semaine, Salia Aïtamou. Bonjour Salia. Bonjour Malika. Alors, tu es une artiste au sens large du terme. Auteur, humoriste, chorégraphe, poète. Bon, toi, tu te définis comment ? En fait, aujourd'hui, j'ai vraiment pris un chemin entre l'écriture et la scène. C'est-à-dire ? Voilà. Donc, je continue d'écrire des projets. Donc, j'écris de l'humour, j'écris des scénarios. J'ai fait beaucoup de réécriture dans les textes que les gens vont vouloir publier, par exemple, sur les réseaux. Je vais faire des dossiers de presse aussi. Ouais. Et sinon, j'ai commencé à monter sur scène et j'écris mes propres spectacles. Tu as commencé quand à monter sur scène ? Fin de l'été. Ok. Et là, on pourrait te retrouver où ? Eh bien, je joue à Nantes. Pour l'instant, je joue à Nantes, ouais. Où ça ? Le Micro Comedy Club. Et là, je vais commencer à jouer au Smile Comedy Club. C'est tous les combien ? C'est quoi la fréquence ? On va dire que je vais 2 fois par mois. D'accord, ok. Pour l'instant. On va faire un petit flashback. On va retourner à ton enfance. Déjà, où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi à La Roche-sur-Yon. C'est pour ça que tu joues à Nantes. Alors, pas très loin. Oui. J'ai quand même un peu voyagé. Je suis partie à Bordeaux à 18 ans. Oui. Donc j'ai grandi à La Roche-sur-Yon. Et puis à 18 ans, je suis partie sur Bordeaux. Je suis restée 15 années sur Bordeaux. D'accord. Voilà. Ton enfance en Vendée, ça se passe comment ? Ah, c'était dur. Hein. Pourquoi ? La Roche-sur-Yon, on va dire que c'était la campagne à l'époque. Hein. C'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Et du coup, les copains-copines, c'était toujours assez difficile. Jamais trop à ma place. Pourquoi jamais trop à ta place ? Je suis quelqu'un quand même d'assez atypique. Hein, donc, pourquoi tu dis ça ? Parce qu'en fait, c'est peut-être plus un ressenti à la base d'enfance que peut-être la réalité à la base, mais je me suis toujours sentie en décalage en fait. En décalage dans ta personnalité, dans ton identité ? Dans ma personnalité et à l'école. C'est-à-dire, concrètement, par exemple, un petit exemple. Un petit exemple, un truc vraiment hyper important, par exemple, le professeur il va expliquer à toute la classe un cours. Moi en fait quand je vais rentrer chez moi, j'aurais pas compris comment il l'a expliqué. Je vais devoir tout le temps... En fait, à chaque fois, je me suis retrouvée à devoir... T'étais pas concentrée, peut-être ? Si, complètement. Complètement. En fait, j'étais concentrée, je m'intéressais à ce que le professeur disait, j'ai toujours adoré l'école. Et quand la fin du cours sonnait, j'allais voir le professeur et je lui demandais de réexpliquer. Mais non. Ouais. Et comment ça a été ? T'as pas vu des médecins, des accompagnateurs ? Non. 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 Comment on expliquait ça ? Au départ, on disait doit persévérer, a fourni des efforts. Enfin, ça, c'est un peu mes bulletins. Ouais. Bon, il fallait que j'arrête de bavarder et de faire rire la classe, mais... t'avais déjà ce petit côté ? Ouais, j'avais déjà ce côté-là. Est-ce que tu avais des frères et sœurs à la maison ? Oui. Vous étiez combien ? Oui, j'ai 4 frères et une sœur. Ah oui, quand même. Ouais. Toi, tu te situes où dans tout ça ? Je suis l'avant-dernière. Donc, plutôt bien. Plutôt pas mal. Les grands frères protecteurs ? Ouais. Des grands frères protecteurs. Après, on a grandi un peu par clan chez nous. C'est 3 grands, donc 2 garçons et une fille. Et après, il y a 2 garçons et une fille. En fait, la fille, elle est toujours au milieu, quoi. Donc du coup, les grands ont grandi, ils sont un peu partis, etc. Puis moi, je me suis retrouvée avec mon frère qui est au-dessus de moi et le petit en dessous. Et donc, est-ce que tu étais bonne élève ? Franchement, j'étais quand même bonne élève. Ah, tu nous dis, je comprends pas. En fait, j'étais quand même bonne élève, mais toujours dans la moyenne. Mais tu avais l'impression que par rapport aux efforts que tu fournissais, tu n'avais pas les résultats escomptés ? Complètement. Ah oui. Et c'est parce que c'était un problème de compréhension ? Oui, c'était un pas problème de concentration. Non, c'était un problème de compréhension. C'était quoi la manière dont c'était enseigné qui allait pas ? Oui, la manière dont c'était enseigné. Et en fait, pour refaire un peu le fil, mon père savait, entre parenthèses, que mes parents sont issus de l'immigration, les professeurs disaient à mon père que mes frères, qui étaient plus grands, étaient, à l'époque ils disaient surdoués, mais étaient au potentiel en fait. D'accord. Sauf que mon père n'a jamais su trop quoi en faire. Il savait pas trop, il ne connaissait pas, il venait d'arriver en France. À l'époque, il venait pour travailler, etc. Donc, il ne maîtrisait pas du tout le sujet. Ton père venait du Maroc ? Oui, ils sont arrivés du Maroc. Mon père est arrivé en France, du Maroc, dans les années 70 à peu près. Ok. Donc moi, j'ai un grand frère, mon frère aîné a la cinquantaine maintenant. Donc,
ma sœur et mon autre frère, et après il y a mon autre frère, et après il y a moi, et après mon petit frère. Donc les aînés étaient au potentiel. Oui. Et tu penses que toi aussi? Du coup, moi, j'ai cherché plus loin que mes frères et sœurs. À l'âge de 28 ans. Donc j'ai eu tout mon parcours avec la difficulté de m'insérer dans la société, l'écriture qui prenait de plus en plus de place, la remise en question, le manque de confiance en soi, etc. Et en fait, au fur et à mesure, dans mes interactions sociales, je voyais que c'était toujours très difficile, en fait, pour moi. Ça me demandait toujours beaucoup d'efforts. Et j'ai fini par aller consulter et passer les tests depuis. Ah, parce que c'était au-delà de l'apprentissage à l'école, tu avais même l'impression que dans ton rapport avec les autres, dans ta sociabilisation, il y avait un problème. Ouais. Donc à 28 ans, tu fais des tests, et là? Et là, c'est comme ça que j'apprends que je suis haut potentiel émotionnel. D'accord. Qu'est-ce que tu fais une fois que tu reçois cette information-là? Qu'est-ce que je fais? En fait, cette information-là, elle a été détectée grâce à une thérapeute qui s'appelle Karine Lesker, déjà qui a réussi en fait à m'aiguiller, on va dire, vers un psychologue qui fait passer les tests de QI. C'est grâce à un texte à moi. Donc c'est grâce à l'écriture en fait que j'ai été diagnostiquée. Et qu'est-ce que je fais? Franchement, la première phrase ça a été un soulagement. Et la première phrase que j'ai sortie le lendemain quand je l'ai su, ça a été c'est la première fois que je dors à ma place. Il y a un soulagement, il y a une explication de toutes ces petites problématiques de l'enfance. Mais après, comment on aborde l'avenir? En fait, à partir du moment où après, c'est vraiment personnel, mais à partir du moment où vous prenez conscience et qu'on vous dit, voilà, vous êtes comme ça, vous fonctionnez comme ça, puis que derrière, il y a tous les professionnels après que vous allez voir derrière, en fait, vous comprenez pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous fonctionnez comme ça. Et du coup, franchement, vous êtes plus sereine. J'étais plus dans ce questionnement, en fait. Je suis sortie de ce mal-être et de ce questionnement. Donc la scolarité, quand tu jettes un regard dessus, c'est un bon ou un mauvais souvenir au final? Franchement, c'est un bon et un mauvais. Je ne peux pas dire que c'est un bon et un mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un mauvais souvenir. Parce que clairement, je n'ai pas réussi à valider tous les diplômes que je voulais. Je n'ai pas réussi à aller au-delà de ce que moi, j'avais envie de faire. Par contre, j'en garde un très bon souvenir parce que mes professeurs, ils m'adoraient. Et ils m'adorent toujours. C'est vrai? Tu es toujours en contact avec tes professeurs? Ouais. Tous? Ouais, même mes professeurs de BTS et tout. Mais non. Si. Ouais. Pas un en particulier, quoi. On est en contact avec tout le monde. Non, j'ai encore du collège? Du collège, ouais. J'ai encore des... Ouais. J'ai encore... Ouais. Et vous vous dites quoi? Ça va. Qu'est-ce que tu deviens? Je les croise à La Roche. À Carrefour, à La Roche-sur-Yon. Ils sont restés à Caen, j'y vais jamais. Est-ce que tu avais quand même dans tous ces professeurs à qui tu parles un prof préféré ou une matière préférée? Est-ce que j'avais un prof préféré? Franchement, ils avaient tous une personnalité différente. Et j'avais... ma prof en BTS quand même. Donc dans les études secondaires? Ouais, dans les études... Ouais, franchement, tu avais fait un BTS quoi? NRC, négociation relation client. Donc c'était vraiment servi pour... Oui, il me sert à tchatcher. Valider que j'ai la tchatch, ok. Et est-ce que déjà, tu le dis, j'ai l'impression que oui, tu étais déjà un petit peu drôle et bout en train dans la cour de récré? Ouais. Tu faisais rire? Ouais, je faisais rire. J'ai toujours été un peu la leader des groupes. Ah bon? Ouais. Alors que tu trouvais que tu avais des difficultés relationnelles? Par contre, mais les gens me suivaient dans mes bavardages, dans mes... La bonne influence, quoi. Oui, dans quoi d'autre? Dans mes blagues, même dans la cour de récréation. Des fois, ça m'arrivait d'être toute seule, parce que c'était pas cool et tout, des fois, c'est vrai. Mais en fait, je me suis jamais laissée abattre. Même aujourd'hui, en réalité. C'est-à-dire que si je fais le fil conducteur de tout mon parcours, malgré toutes les difficultés que j'ai pu vivre, encaisser, etc., je me suis jamais laissée abattre. J'ai continué. On a parlé de ton parcours scolaire, on va parler de ta profession. Avant d'être artiste, quel métier tu avais envie de faire? Est-ce qu'enfant, il y avait un métier qui te faisait rêver? Oui. C'était lequel? Je voulais être hôtesse de l'air. Je sais pourquoi, comment, et est-ce que tu as entrepris de faire ce métier? Alors pourquoi? Parce que j'ai toujours adoré les avions, je les adore toujours.
Je vais encore à l'aéroport de Nantes, je me mets sur le toit de ma voiture et je les regarde. C'est vrai? Ouais, ouais. Oui, oui. D'accord. Ouais, ouais. Et voilà. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce qu'en fait, à l'époque, dans notre culture, mes parents, ils n'étaient pas trop d'accord. Surtout mon papa, en fait, avait peur parce que, on va dire que ces métiers, ils n'étaient pas trop bien vus. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire bien vu comment? Bah, on avait un peu peur que la fille, elle voyage dans les avions toute seule. Et ce côté un peu protecteur du papa me dit, mais tu sais, tu vas être toute seule, tu vas partir toute seule, etc., etc. Donc du coup, j'avais un peu suivi le papa. Et du coup, tu t'es dit, je vais faire directement un métier artistique? Le métier, de toute façon, l'écriture était là. Moi, j'ai commencé à écrire à l'âge de 10-12 ans. D'accord. Donc, et ça, il n'avait pas peur, ton papa? L'écriture, sûrement. Non, cet univers un peu artistique. Peut-être qu'il ne se doutait pas que j'irais un jour en studio chanter ou sur un plateau ou sur scène avec un micro. Peut-être que, sachant que tous mes frères et sœurs n'ont pas osé le faire. Ils y ont tous songé, ouais. tes frères et sœurs, c'est vrai? Ouais. Et ils font quoi? Ils sont tous entrepreneurs. D'accord. Ma sœur s'est remise à travailler dans les écoles, mais à la base aussi, elle était entrepreneuse. Mais sinon, ils ont tous des affaires à droite à gauche. À La Roche-sur-Yon? À La Roche-sur-Yon. Ah oui, parce que je suis le petit vilain canard qui s'est échappé. Et du coup, tu te formes comment? Pardon? Tu te formes comment à l'écriture? Toute seule? À l'écriture, non. J'ai longtemps écrit toute seule, hein, bien sûr. En 2014, donc je suis encore sur Bordeaux à ce moment-là, je vais toquer à la porte de Pôle emploi spectacle. Et je rencontre une nana qui s'appelle Astrid Knockert. Et je la remercie encore aujourd'hui. Qui m'a, au départ, elle ne voulait pas trop les formations d'écriture, c'est que pour les intermittents, enfin, ouais. etc., etc. Puis j'ai persisté. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et un jour, j'ai dit non, mais là, je peux pas. Il faut juste regarde ce que j'écris. Et après, tu me dis. Mais au moins, juste tu lis déjà. Ouais. Je peux pas dire non sans avoir vu ce que j'écris. Et elle a vu plein de textes, il y avait des poèmes à l'époque, il y avait des textes qui parlaient du monde, de la vie, etc. Et elle m'a dit, ok, je te paye une formation d'écriture, on verra ce que ça donne. Et après? Et je suis rentrée dans un cursus d'écriture avec Nadia Bourgeois, qui d'ailleurs me suit toujours aujourd'hui. D'accord. J'ai fait donc 1 an de formation d'écriture avec elle. J'avais des cours en public, enfin en groupe, pardon, et j'avais du coaching privé. Elle venait chez moi et elle me donnait des cours en plus. Et après, c'était lancé? Et c'était plutôt pas mal lancé. On va dire que je partais sur une base solide au niveau de l'écriture. Quand on est artiste aujourd'hui, il y a une nouveauté, c'est l'importance des réseaux sociaux. Toi, c'est quelque chose que tu as intégré, puisque tu es quand même très active sur Instagram. Ouais. Est-ce que tu te forces à le faire ou tu le fais avec plaisir? Est-ce que je me force à le faire? Non, clairement non. Est-ce qu'au départ, je me suis un petit peu forcée? Oui. Parce que, mine de rien, entre notre vie privée et ce qu'on est au quotidien, parce que oui, je suis artiste, je vais monter sur scène, je suis humoriste, etc. Mais en réalité, on a un peu notre cocon qu'on a aussi envie de protéger, etc. Et puis, du coup, des fois, c'est un peu difficile de prendre le téléphone comme ça. Au départ, pour moi, ça a été difficile de prendre le téléphone et de faire des stories, des vidéos, etc. Ça a été très compliqué. À l'époque, j'aurais jamais été capable de venir vous voir. Ah bon? Non, du tout. Et écrire, comme tu le fais dans la vie, dans ton travail, écrire sur les réseaux, c'est une écriture différente? Non, franchement, non, pas du tout. Je pense que on est vraiment sur la même plume. Après, c'est sûr que sur le format réseau, on ne peut pas mettre de format long. Mais c'est plus ça, en fait, la réalité. La différence, c'est ça. Est-ce que tu as déjà été confrontée à des commentaires négatifs, voire haineux? Oui. Oui. Et comment tu le vis, ça? En fait, j'ai de la chance dans mon parcours entrepreneurial parce que toi aussi, tu as fait un parcours entrepreneurial, ouais, comme le reste des frères et sœurs? Je suis rentrée dans un parcours entrepreneurial avec le ministère du Travail à Paris. Donc, j'ai fait partie en fait, du centre de recherche interdisciplinaire où on a testé ma résilience. Et à travers en fait, ce parcours entrepreneurial, le ministère du Travail il nous a offert la possibilité d'être formés, dont Eloquentia France, qui est intervenue dans ce parcours et qui m'a permis, en fait, de pouvoir parler sur les réseaux sociaux, clairement, c'est grâce à eux, il faut le dire. Et donc, pour répondre à ta question, que j'ai oublié, j'ai oublié la question. C'était par rapport aux commentaires, non? Comment tu t'en Ah oui, les commentaires. En fait, tu te blindes.
clairement, tu te blindes. Tu te blindes, tu continues de faire ce que tu dois faire. Moi, j'ai des objectifs. Je continue à développer mes objectifs pour les atteindre. Et après, tu gagnes confiance en toi. Ça veut dire que plus tu avances, plus tu gagnes de la confiance et plus les commentaires, en fait, tu les laisses de côté. Si tu le veux bien, on va se pencher sur la dernière partie de l'émission, celle qui est consacrée à l'école. Un sujet que tu maîtrises puisque tu es maman. Oui. T'as combien d'enfants? J'ai une petite fille. Elle a quel âge? Elle va avoir 6 ans. Donc là, elle est en CP. Elle est pas encore en CP. Elle va avoir 6 ans en février, c'est un début d'année. Donc elle est en grande section. Toi, comment tu juges l'école française aujourd'hui? Alors ma fille ne va pas à l'école. Ah bon? Non. Pourquoi? Elle est en instruction en famille, ma fille. Donc c'est moi qui fais l'école à mon enfant depuis bientôt 3 ans. Et comment ça se fait que tu as choisi ça? 2 choix en fait. Un parce que on a affaire à un enfant précoce. du coup, voilà. Donc à la base, au départ, c'était vraiment mon avis. On est d'accord, ça a été que mon avis. Et puis le premier bilan de l'éducation nationale au niveau de l'instruction en famille, donc c'est le DIVEL qui intervient. Effectivement, quand ils l'ont reçu pour le premier bilan, etc., en fait, ils se sont effectivement rendus compte qu'elle avait les signes en fait, d'un enfant précoce, avec les caractéristiques, etc. C'est quoi les caractéristiques? Elle a une rapidité, elle a un langage très développé. Et là, aujourd'hui encore plus, mais à l'époque déjà, elle avait que 3 ans. Ouais. Donc elle était déjà, parlait très très bien. Elle a un regard très 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 persécuteur. Ça fait partie aussi des signes. Elle est très rapide dans sa manière dans son habileté, dans son agilité. T'as pas voulu qu'elle aille à l'école avec tous les autres enfants de son âge? Alors c'est pas que j'ai pas voulu, c'est que je pense que pour qu'elle puisse se développer correctement, il faut lui trouver une école adaptée. Là, vous êtes en recherche d'une école adaptée? Oui, oui, oui. Qui existe dès l'école primaire? Alors oui, il y a des écoles qui font en fait, qui donnent la méthode pour les enfants précoces dès 3 ans. Et là, c'est toi qui lui fais l'école alors? C'est moi qui lui fais l'école depuis bientôt 3 ans, ouais. Ça se manifeste comment dans ton quotidien? On fait l'école le matin. Donc j'ai tout un programme, puis c'est très cadré, voilà. J'adore. Au départ c'était dur, mais j'adore parce que du coup je suis la maîtresse en fait de ma fille. et le fait d'avoir qu'un enfant. Ça te met pas une pression de dire si. que je délivre un enseignement parfait? Si. Ce sera ma responsabilité. Déjà qu'il y a beaucoup de responsabilités quand on est parent. Oui. Mais je pense que. En fait, la première année, quand je l'ai fait, je ne savais pas trop dans quoi je me lançais en réalité. Et au fur et à mesure, quand il y a eu le premier contrôle et qu'on m'a dit « mais le bilan de votre fille, il est excellent, elle est carrément en avance », je me suis dit « mais ouais ». Elle sait déjà lire, par exemple? Oui. Oui, elle connaît tout son alphabet, elle sait faire des additions, des soustractions, elle sait taper à la calculatrice. Ça veut dire que le programme qu'ils t'ont donné était un programme pour enfants précoces? Alors non, c'est un programme basique et moi après je réadapte. Par exemple pour les maths, je vais utiliser une autre méthode. Je vais essayer d'adapter en fait en fonction de l'enfant précoce, mais tout en suivant. Je suis obligée en fait de suivre le programme. Et les écoles, il y en a dans chaque région? Oui. Donc, a priori, à la rentrée prochaine, elle peut intégrer une école? Elle pourra intégrer une école, effectivement. Tu arriveras à la laisser partir? C'est sûr que je prends plaisir à lui faire l'école. C'est sûr. Et puis, mine de rien, en tant qu'artiste, on a aussi une certaine liberté. On peut partir quand on veut. Si on ne fait pas l'école le matin, du coup, on peut le faire après le parc, etc. En fait, tu modèles tes journées comme tu as envie, toi. Et quelque part par là, quand on est artiste, on aspire à ce genre de liberté. Ça n'a pas de prix. Et c'est une décision que tu as prise avec son papa? Alors, je ne suis plus avec le papa depuis la naissance de la petite. Mais il est OK pour cette... Alors, il était OK à la base, et puis il a manifesté son refus. Ah, aujourd'hui? Donc, ouais. Donc, je pense qu'elle ira à l'école. Voilà. Mais c'est très dommage. C'est très dommage. Ça serait dommage, en fait. Ça serait bien qu'elle aille à l'école, mais ça serait dommage de la mettre dans une école... Oui, traditionnelle. Je pense que ça va bloquer et ça va reproduire le même schéma que... Mais parce que dans l'école que tu vises, les places sont rares? Et puis les places sont chères. D'accord. Ouais, les places sont chères. Et là, t'as pas la certitude que si en septembre prochain elle va à l'école, ça sera dans une école... J'espère.
En tout cas, j'espère pour elles, parce que ça ne reproduira pas le même parcours que moi. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait changer dans l'école d'aujourd'hui en France ? Il faudrait prendre en fait les enfants dès le plus jeune âge. Il faudrait leur permettre des tests de manière à diagnostiquer en fait la précocité, tout simplement. Toi, c'est riche de ton expérience que tu t'es dit, je vais être beaucoup plus attentive à comment va grandir ma fille. Oui, complètement. Et pas que, aussi en ayant une vision du monde, parce que quand j'ai intégré ce parcours entrepreneurial avec le ministère du Travail et le centre de recherche, mon premier projet avant mon projet de maison d'écriture, puisque je suis toujours dans plein de choses en même temps. C'était la campagne pour l'éducation nationale à destination des enfants intellectuellement précoces. D'accord. L'idée, en fait, c'était, parce que c'est quelque chose qui est difficile à monter toute seule. Donc, j'ai commencé à rencontrer des acteurs et des personnes qui sont dans ce milieu-là. Mais pour moi, il y a un élément essentiel, c'est de voir comment se passe dans les écoles précoces, comment sont les enfants, comment se développent les enfants, et d'aller voir aussi dans les écoles dites normales, lambda ou de secteur, public en tout cas, et d'aller aussi dans les zones prioritaires. Parce qu'il y a souvent des enfants qui sont mis dans les zones prioritaires qui sont déjà des enfants précoces. Et comment tu vois l'école du futur ? Comment je la vois, l'école du futur ? Tu as travaillé beaucoup sur le sujet, finalement. Oui, complètement. Ouais. Déjà, c'est un sujet qui me passionne, parce que ça m'a permis aussi de me comprendre et de me connaître, et dans la profondeur, du coup, forcément. Et deux, je pense que quand on est HPE, on a cette hypersensibilité de toute façon qui est là, on ne peut pas la fuir, et on a envie d'aider les autres. Donc, en aidant ma fille, je vais forcément aider les autres. Et du coup, l'école du futur, pour moi, c'est de prendre directement à la source. Il faut aller à la source et changer certaines choses pour que les enfants de demain puissent être pris dans leur singularité dès le départ. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. C'était très intéressant. C'est déjà maintenant la fin de l'émission. Ouais. On se retrouve bientôt sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers.